Ruben, très content de te retrouver pour cette nouvelle émission du Data Sommelier. Alors, on va parler de Windmill, du projet qui est derrière. Euh, je suis la société Windmill depuis longtemps sur LinkedIn, mais c'est lors d'une démonstration très récente, lors du TOSIT Data Day. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Florian, l'organisateur de cette superbe journée. J'ai vu une démo, tu as fait une démo en live de Windmill et je me suis dit, ça, c'est un produit. D'abord, ça m'a tout de suite plu. Et puis, il faut le faire connaître. Alors, tu sais que c'est une émission où on parle beaucoup de data. Dans le monde de la data, des orchestrateurs, il y en a quelques-uns, hein. Airflow est certainement un des orchestrateurs le plus connu. Il y en a d'autres, hein, des Kestra, Prefect, etc. Et quand j'ai vu démonstration, je me suis dit, tiens, ça peut faire un super match dans le monde de la data. Et donc, bah, voilà, merci. Tu es là pour nous en parler un petit peu. Euh, qui est la compagnie et que fait le produit, et puis montrer ça à la communauté data. En tout cas, welcome à toi le micro, Ruben. Merci Stéphane, merci pour l'invitation. Content d'être là et que la présentation t'ait plu. Je pense que la plupart des gens connaissent pas Windmill. On est assez discret, mais finalement on est quand même assez utilisé. On est un projet open source et une société, mais un projet open source utilisé par avec plus de 30 000 instances et 300 entreprises clients. On a fait plutôt profil bas, mais on est une société qui marche bien, on est profitable et on est basé à Paris. On a des racines assez américaines puisqu'on a fait le Y Combinator en 2022. Et pour donner un peu d'historique, moi j'ai travaillé pour Palantir, j'ai travaillé sur le produit. Il y a un produit qui a beaucoup de similitudes qui s'appelle Foundry, qui est aussi une plateforme entreprise. Et c'est une société très américaine, mais j'ai travaillé pour des groupes européens quand j'y étais. Et j'ai vu vraiment le besoin et les bénéfices d'une plateforme entreprise. Et il y a plusieurs, déjà, plateforme entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Et en fait, il y a c'est un peu des noms fourre-tout, mais c'est assez concret. Qu'est-ce que c'est? Simplement, c'est une plateforme où on va pouvoir avoir et les opérateurs qui vont pouvoir lancer des jobs, lancer des pipelines, les monitorer, les développeurs qui vont pouvoir les y déployer, les développer, faire des choses qui ressemblent plus au data engineering. En fait, c'est une seule plateforme pour tout faire. Il y a un inconvénient, c'est que du coup, forcément, elle n'est pas forcément aussi précise que des tools qui sont séparés et qui feraient qu'une seule chose, mais c'est un énorme avantage, c'est que tout est intégré, tout est pensé pour bien aller avec. Et il y a des questions technologiques qui sont beaucoup plus, qui permettent d'aller beaucoup plus loin quand on a une solution intégrée et verticalisée. Donc nous, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect orchestrateur de job, et là, on prétend, et d'après nos benchmarks, on est l'orchestrateur de job le plus rapide. Je vais expliquer pourquoi, comment. Il y a une raison assez simple. On est aussi une plateforme entreprise qui est pensée pour les contraintes de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire avoir des systèmes de permission assez avancés, s'intégrer avec Kafka, s'intégrer avec n'importe quel Object Storage S3, enfin faire des audit logs, beaucoup de choses qui en fait sont des évidences dans le monde de l'entreprise et souvent freinent l'adoption de certains tools parce que ça marche en tant que sur son PC ou même en déployé sur son VPS, mais dès qu'on veut le confronter aux besoins d'une entreprise, il y a des freins et c'est juste pas possible d'adapter ce genre d'outils. Donc vraiment, il y a un cœur technologique qui est très profond et c'est là qu'on s'est concentré au début, c'est comment est-ce qu'on fait le meilleur orchestrateur, puis ensuite il y a quand même une couche, comment on en fait une plateforme entreprise qui permet à tous les stakeholders d'y trouver leur compte. Et donc, il y a vraiment un côté ingénierie et un côté produit assez prononcé. Euh, Moi, on mentionne Airflow et je pense que pour la communauté data, c'est un très bon repère. Palantir, en tout cas le produit Foundry, il était basé sur Spark. Et il y a une grosse motivation de faire un Spark moderne ou un Airflow moderne, c'est que ces solutions-là, elles sont adaptées à un monde qui est un peu obsolète. C'est un monde où les nœuds les serveurs sont assez petits et la data est plus grosse que la capacité du serveur. Et donc, il faut faire beaucoup d'ingénierie pour dire comment est-ce qu'on arrive à sharder, comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que on va pouvoir faire des mini-transformations qu'on va pouvoir rassembler à la fin. Et ça, c'est tout l'astuce de Spark. Et Spark n'est pas particulièrement rapide. Il y a beaucoup de choses élégantes, il y a des questions d'immutabilité, mais en tant qu'orchestrateur en tant que tel, c'est relativement lent.
Et c'est un peu la même chose pour Airflow. Airflow, c'est assez malin, c'est basé sur le fait qu'on va avoir, on va définir un grand workflow en Python avec des annotations. Mais si on regarde en tant que tel, le job de Airflow qui est purement de l'orchestration, Airflow est très lent. Ça n'a pas forcément beaucoup d'importance pour des data pipelines qui sont très longues et Airflow fait bien le travail. Donc, par rapport à une comparaison avec Airflow, on va avoir des features supplémentaires et puis on va avoir une UX un peu plus intéressante et d'autres choses. Il y a d'autres arguments pour dire pourquoi est-ce que ce serait intéressant de switcher de Airflow à Windmill. Mais c'est des solutions qui sont battle-tested, qui marchent très bien, qui ont plein d'avantages. On pense qu'on apporte quand même quelque chose à l'écosystème et on trouve beaucoup de succès dans des entreprises qui cherchent exactement le compromis qu'on propose. Et je pourrais montrer un peu plus la solution, mais si je reviens un peu sur l'historique de la société, on a été créé il y a 4 ans. Moi, je l'ai commencé tout seul. J'avais un peu, j'ai travaillé pour Palantir. Ensuite, j'étais Head of Engineering dans une startup et j'avais envie de créer ma propre startup. Je trouvais que c'était le bon moment. J'avais vraiment la volonté de vouloir tenter quelque chose et pas forcément finalement aussi ambitieux que une startup américaine et lever des millions, etc. Je me suis simplement dit, voilà, j'ai envie de créer quelque chose, d'essayer. J'avais un peu d'épargne, voyons. Et en fait, assez vite, au bout de quelques mois, en fait, j'ai candidaté au Y Combinator en me disant, bon, bah, on verra, je pense que ça marchera sûrement pas, mais on sait jamais. Et en fait, j'ai été pris et en rétrospective, j'avais un dossier qui est assez apprécié par les incubateurs de Y Combinator, c'est-à-dire j'étais passé par Stanford et le PFL, donc un bagage technique assez important, puis j'avais une expérience industrielle chez Palantir, où finalement ils ont beaucoup de profils qui sont assez jeunes et qui ont beaucoup de potentiel, qui sont très forts, mais qui manquent un peu d'expérience. Et donc en fait, par rapport à ça, vraiment, il faut pas être timide. Moi, j'étais vraiment très timide quand j'y suis allé. Je me suis dit, aucune chance. Ils prennent que 1% des profils, mais en fait, non, non, enfin, beaucoup de gens ont leur chance. Ils apprécient beaucoup l'expérience industrielle, et c'est vraiment une question de motivation et de vision de qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et à l'époque, j'étais très déterminé sur qu'est-ce que ce serait Windmill. Je le voyais pas forcément en orchestrateur qui fait tout, etc. Mais je le voyais déjà comme un orchestrateur beaucoup plus rapide et beaucoup plus intéressant qu'il y avait à l'époque, puisque la principale motivation, c'est que je trouvais pas mon bonheur dans les outils existants. D'accord. Euh, Alors, on explique ta popularité plus grande côté US par cette histoire, hein, ce début d'histoire, parce que alors tu as pris ton temps pour développer le produit, tu as ficelé toutes les fonctionnalités et tu es maintenant prêt pour faire le buzz. Donc c'est comme ça que tu approches le marché, hein. Oui, alors moi je suis ingénieur hein, vraiment, donc c'est beaucoup plus confortable pour moi de se concentrer sur le produit et on est open source et en fait on a trouvé grâce à YC, grâce à plusieurs choses, on a pu avoir un peu une caisse de résonance publique mais globale. Et en fait, qu'est-ce que c'est global dans le monde de la tech? C'est très centré sur les États-Unis. Ouais, Enfin, c'est ça. et il y a beaucoup plus de software engineers, ils sont plus à l'écoute des dernières nouvelles. Et donc, ça s'est fait assez naturellement. Et moi-même, finalement, bah, j'ai fait quand même pas du tout ma carrière en France. Et on va dire, j'ai les réflexes américains. Et je pense d'abord par rapport je veux dire, j'aurais tendance à dire que je pense la tech comme quelque chose de globalisé, mais que globalisé, c'est quelque chose qui, malheureusement ou heureusement, est extrêmement biaisé vers les États-Unis. Parce que le monde de la tech et je trouve qu'il y a une dynamique qui change et qui est heureuse, où finalement on commence en France à se dire que non, on est capable et que on veut les challenger, rivaliser avec eux et que on est capable d'avoir les meilleurs ingénieurs et de faire tout aussi bien qu'eux. Mais ça, c'est plutôt quelque chose qui est en train de changer assez récemment. Moi, je pense que sur les 25 dernières années, effectivement, les États-Unis,
c'est la tech. Ouais, je déjeunais avec Andrew Manson la semaine dernière, quelqu'un de très connu dans le monde de la data, et je lui dis qu'on allait faire un épisode ensemble, Windmill. Il me dit, ah ben, je connais très bien Windmill, et voilà, très étonnant. Donc, je sais que, alors, on a prévu de montrer le produit. Je sais que tu es très familier avec ça, tu es très à l'aise pour montrer ton produit plutôt que des slides, et donc, j'apprécie cette prise de courage. Ouais. Alors, bah, tu me dis si tu veux que je switch sur la partie partage d'écran. Oui, alors je suis plus à l'aise et surtout moi-même, j'aime pas tellement regarder des slides. Je trouve que voilà, si c'est un peu le côté no bullshit des ingénieurs, c'est juste, j'ai pas envie d'écouter ton blabla, juste montre-moi ce que tu as à montrer. Et avec l'équipe, on a beaucoup travaillé sur le produit, donc on est assez fiers et on est assez content de le montrer. Je peux partager mon écran et en même temps, j'ai peut-être juste raconter, resituer là où on est. Donc on est 10, on est basé à Paris. On est une équipe d'ingénieurs et en fait, comme on a une solution qui est open source et pour lequel on a beaucoup d'utilisateurs qui sont simplement sur la version communautaire, et même nos clients souvent commencent par la version communautaire pour tester, pour benchmarker, pour regarder si ça correspond à leurs besoins. Et en fait, ils vont explorer plus le produit, se rendre compte que ça correspond vraiment à leurs besoins. Et donc, on n'a pas de sales. On n'a personne qui va vous téléphoner, va vous dire, vous connaissez pas Windmill, vous devriez l'adopter. C'est vraiment très organique. Souvent, on apparaît dans les recherches d'AI de j'ai tel problème, quelle serait ma solution? Et ce qui se passe, c'est que du coup, dès qu'il y a une volonté de prendre la version entreprise, soit c'est du self-service où les gens vont prendre la licence sur notre page de pricing qui est un pricing transparent et clair, soit ils prennent un meeting avec moi, où on discute un peu, enfin, quels sont leurs besoins, comment ça se passe. Et ensuite, c'est vraiment, il y a un channel dédié qui est dédié à l'entreprise. Et nous, on s'efforce de faire en sorte que ce soit le plus self-service. Tout ça pour dire que c'est très orienté produit. On ne fait pas du consulting, on n'essaie pas du tout de vendre nos services. On se concentre sur le produit et je pense que le but, c'est que ça se reflète aussi ben, dans la démonstration que je veux montrer. C'est important que la prise en main soit très rapide pour un ingénieur de tout comprendre direct, de pas avoir qu'on n'ait pas un SDK propriétaire, qu'il y ait beaucoup de choses qui ressemblent déjà au workflow des ingénieurs et qui ne soient pas une frustration. Je ne sais pas si tu peux voir Euh, mon écran. Alors, je switch sur la scène de partage d'écran. Voilà, nous y sommes. Alors Euh, là, je suis en tu- train de montrer un écran particulier de Windmill qui est le Flow Builder. Alors ça ressemble beaucoup à peut-être d'autres solutions de low-code, de Graph Builder comme N8N, même peut-être Make ou Zapier, mais en fait ça c'est que la forme. Donc une différence significative, c'est qu'on est très centré sur le code et chaque étape que vous allez voir ici dans les nœuds, c'est du code. Ça peut être ouais, du code qui en fait soit fait partie de notre hub communautaire et donc là il y a un peu l'aspect N8N où on va réutiliser des nœuds qui ont été préfaits, qui ont été prépensés, il faut juste les assembler ensemble. Ça peut être des nœuds qui font partie du workspace, et vraiment le workspace, c'est la notion de tenant, ou alors on peut imaginer dev, staging, prod comme des workspaces, mais des namespaces séparés. Et ça permet d'avoir des modules qui vont être partagés entre les flows et d'en maintenir qu'un seul. Ou alors, ça va être des modules qui s'appellent inline, qui vont être inlinés dedans. Et donc là, ben, par exemple, il y a un module en Python. Et l'important, il y a beaucoup de choses intéressantes là-dedans. C'est la première, c'est que il n'y a rien de ce code-là qui est spécifique à Windmill. C'est une main function, ça va marcher localement, ça marche localement, et il y a aucun aspect propriétaire. Et c'est vraiment très simple. N'importe qui pourrait comprendre ce code. Il y a une main function, ça prend deux paramètres x et y, on retourne x. Évidemment, aucun script ne va être comme ça. Mais de base, en fait, pour démarrer, on va pouvoir, là j'ai appuyé sur CTRL Enter ou Run, et ça va lancer ce script-là pour pouvoir d'accord. itérer. Et il y a une notion très importante chez nous de performance et en fait de latence. Et là, par exemple, j'ai pu lancer ce script, ben, on voit en 300 millisecondes, il s'est pleinement exécuté, et je vais pouvoir itérer sur mon script parce que bah, je vais pouvoir mettre des prints, je vais pouvoir importer n'importe quoi, et je vais avoir les logs ici. On a aussi un debugger. Et donc, il y a une expérience qui est par étape, qui est quand même assez intéressante. Bon, ça, c'est vraiment spécifique à faire chaque étape. Mais le plus intéressant, et là, je vais vous montrer un tout petit peu quelque chose où je pense qu'il y a un peu un wow effect, c'est comment est-ce qu'on fait tourner le flow entier.
Et ça va être une pipeline qui, là, je fais tourner dans l'UI, je vais pouvoir lui donner des arguments, mais le plus souvent, ça va être connecté soit à un schedule, soit à alors je vais zoomer un peu, euh, soit par exemple, connecté à Kafka, SQS, à des event publishers, où ça va tourner de manière complètement autonome et automatique. Et on propose des features qui en fait vont ressembler à une solution tout intégrée ou qui seraient habituellement fait par des solutions d'observabilité. Là, on a les timelines complètes, donc on peut voir en fait qu'est-ce qui prend du temps. Sans, D'accord. on va avoir les logs de chaque nœud. On va pouvoir faire du tracing. Si par exemple un nœud fait une requête externe, comprendre enfin, combien de temps a passé un tel nœud sur du tracing. On va voir les arguments en détail. Alors, le résultat directement. Et ce qui va intéresser peut-être plus la communauté data, c'est qu'on a une intégration native avec DuckDB, avec DuckLake et avec S3. Ah Et, ouais, super ça. et alors là, c'est en fait sur ce nœud-là, il y a deux, enfin sur ce graphe-là, il y a deux nœuds. Il y en a un nœud qui correspond aux étapes et un nœud qu'on appelle qui correspond aux assets, qui peuvent être soit pris en input, soit pris en output. Donc là, je vais pouvoir voir un asset qui est, dans ce cas précis, est simplement une table dans une base de données. D'accord. Comment est-ce qu'elle a été détectée? En fait, dans le code, on va faire appel à un SDK qui va appeler Duck Lake. Et en fait, Duck Lake, l'avantage ici par rapport elle est pas c'est pas obligatoire de notre intégration, mais en fait, au niveau du workspace, j'ai déjà connecté Duck Lake, ce qui fait que je vais pas avoir à remettre mes credentials, je vais pas avoir à faire beaucoup de cérémonies, je peux juste faire la query en tant que telle et l'utiliser dans le reste de mon script en TypeScript. Et si j'ai envie de faire du DuckDB tel quel, je peux faire du DuckDB tel quel. D'accord, d'accord. Donc le graphe peut intégrer plusieurs langages différents, en fait, Voilà, hein. Tu peux commencer en Python et au milieu faire du SQL et puis peut-être terminer, je sais pas, en Rust. exactement. Donc, alors tous les langages sont ici, TypeScript, Python, Bash, Go. On a une runtime TypeScript qu'on appelle REST, mais qui en fait ressemble beaucoup à la runtime de Cloudflare, de Workerd pour faire énormément de requêtes HTTP. On intègre toutes les librairies, tous les langages SQL, donc Postgres, MySQL. On a une intégration native avec BigQuery, Snowflake, Oracle. Et on supporte PowerShell, PHP, Rust, C Sharp et Ruby. Et on va dire que pour la communauté data, je pense que le plus important d'entre eux, ça va être soit Python, soit DuckDB. Et DuckDB, en fait, c'est assez intéressant parce que à la base, pour donner un peu d'historique de comment ça s'est construit, etc. Vraiment, le module de base, c'est pas forcément celui de Flow, ça a été d'abord les scripts. Et les scripts, moi j'étais ingénieur, je trouvais que je passais trop de temps à essayer de déployer mes scripts avec AWS Lambda, et puis AWS Lambda, ça a plein de contraintes, vraiment, on est obligé de s'adapter à Lambda plutôt que AWS Lambda s'adapte à nous. Par contre, ça marche bien, hein, c'est chouette de pouvoir déployer des fonctions unitaires. On a plutôt commencé par ce module-là, qui est simplement le module de script. On va pouvoir développer ces scripts de manière individuelle. Et le premier langage qui avait été supporté, c'est Python et TypeScript. Ouais, d'accord. Euh, Là-dessus, en fait, évidemment, on a eu des demandes de faire de la data. Alors, on leur a dit, bah, écoutez, utilisez une librairie Python pour interagir avec vos bases de données et puis appeler-les depuis Python. Cela dit, c'est un tout petit peu, pas barbare, mais disons que c'est un peu dommage. On veut faire une belle query SQL, on est obligé de la mettre en string dans un truc Python simplement pour l'appeler. Et j'avais quand même beaucoup d'expérience chez Spark et je me suis dit, bon, bah, c'est cool un script Python, etc. Mais c'est pas vraiment ça une pipeline ETL. Une pipeline ETL, il y a un warehouse, il y a du lineage, il y a de la data. Et bon, on s'est demandé, bah voilà, on a tout fait au-dessus on a tout reconstruit au-dessus de Spark, mais Spark, il y a quand même des concepts très orientés data qu'on n'a pas. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on recrée aussi from scratch tous nos concepts? Et à l'époque, DuckDB existait déjà, mais ça a été assez une évidence de simplement dire non, nous on va se concentrer sur notre métier d'orchestrateur, par contre on va s'intégrer et on va prendre une opinion très forte sur le fait que DuckDB ce soit le futur. Et en fait on est assez aligné avec DuckDB dans le sens où pour beaucoup d'orchestrateurs actuellement,
le job d'orchestrateur, c'est un job vraiment de orchestration de compute qui va se faire de manière externe. Donc, Ouais, ça va être même sur Airflow, ça va être, ou dbt, ça va être de faire des queries SQL qui vont s'exécuter sur une warehouse qui est sur BigQuery, Snowflake. En fait, c'est du compute qui est fait sur des serveurs externes. ouais, Et ce qui est intéressant avec DuckDB, c'est que c'est du compute qui est local. Alors, il y a deux aspects à ça, le compute local, c'est ça s'exécute très bien sur son propre ordi, donc en fait, finalement, on peut itérer en tant que data analyst sur son propre Jupyter, même avec des datasets assez importants, on va pouvoir le faire. Euh, je vais montrer un tout petit peu la plateforme en attendant pour alimenter ça. Donc ça marche très bien pour, euh, pour des choses qui sont de l'itération locale, mais en production, qu'est-ce qu'on fait? En production, en fait, finalement, on met le même script sur un plus gros serveur et on le fait tourner. Le seul DuckDB, c'est une technologie incroyable. C'est vraiment, sur les benchmarks, ils sont soit les plus forts, soit vraiment c'est coude à coude avec Polars. Mais il y a un tout petit problème, c'est suffit pas d'exécuter un gros script DuckDB, il va falloir l'orchestrer. Donc là-dessus, c'est là où effectivement on peut réutiliser d'autres orchestrateurs. Nous, on a fait le choix de dire que pour faire de la data, il faut vraiment, enfin, on mise 100% sur DuckDB et on mise 100% sur leur solution de warehouse qui est DuckLake. Donc ouais, faire des ETL avec Windmill, c'est avoir une stack on va dire, qui correspond un peu au mouvement de modern data, qui est de faire les choses euh, sur des nœuds assez puissants, de pouvoir faire rentrer toute la data sur un nœud et faire un processus qui va gagner sur un process qui va être 100 fois plus rapide que la même pipeline écrite en Spark où il y a du sharding inutile, etc., etc. ouais. On est assez fan de DuckDB. J'ai fait une émission d'ailleurs rien dédiée à DuckDB. Et donc, je pense qu'on a la communauté de data engineering a bien compris l'intérêt de DuckDB. Je pense qu'il est bien apprécié ce produit-là et il est de plus en plus utilisé pour de la transfo, de la connectivité en tant que tel en fait, hein. Et effectivement, il manque cette partie orchestration. C'est là où tu viens compléter la big picture, hein. Exactement. Donc là, en fait, on a des intégrations, mais finalement, quand l'orchestrateur fait tourner notre orchestrateur, enfin, il y a deux parties. Il y a, non seulement on a un orchestrateur où on va lancer des jobs, mais on va aussi exécuter des jobs. Et les jobs, ils vont s'exécuter sur des workers. C'est un pattern qui est très récurrent pour tous les orchestrateurs, qui est un worker queue. C'est-à-dire que chaque job va être lancé sur une queue et les workers vont les récupérer. Plus on a de workers, plus on a de throughput, mais aucun job n'est jamais perdu. C'est juste D'accord. simplement de la latence va être introduite. Et là où ce qui va être intéressant, c'est qu'on fait des workers on va dire, qui vont être managés. Donc comparé à une solution comme Temporal ou peut-être, enfin, ou tous les Durable Execution Engine, où en fait ces solutions-là ne font que l'émission de jobs ou d'activities, mais il faut créer ses propres workers. Nous, on fait des workers qui sont capables de prendre n'importe quel job et dès qu'ils sont déployés, dès que la solution est déployée avec le Helm-chart ou Docker Compose, on peut exécuter n'importe quel job dessus sans avoir dû pré-déployer beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça je peux éditer ce script directement, le lancer, et il va pouvoir être directement exécuté euh, sur, euh, sur le, sur le, sur le nœud. D'accord. Euh, et Et en termes de roadmap, tu en es où? Il y a des choses essentielles qui vont être intégrées ou c'est déjà suffisamment complet pour être mis en prod, hein, aujourd'hui? alors, c'est suffisamment complet, surtout pour faire de l'ETL. Par exemple, nous, il y a beaucoup de choses que j'ai pas montrées. On a un AI chat qui est extrêmement puissant, qui va être capable de construire tout le flow, de l'éditer le flow ou d'expliquer le flow. Je vais par exemple euh, euh, propose une amélioration. Donc ça va utiliser les modèles d'AI c'est n'importe quel modèle d'AI. Ça peut être des modèles d'AI qui vont être self-hostés, ça peut être votre souscription à Claude. D'accord. Il y a beaucoup de parties AI qui vont au-dessus, où la thèse principale, c'est la même thèse que Cursor, que beaucoup de choses. C'est le code, c'est le bon moyen, c'est la bonne interface. Par contre, est-ce qu'on a besoin d'écrire tout le code soi-même, ou est-ce que l'AI peut pas venir intervenir là-dessus? Euh, Là, c'est aussi l'intérêt de l'intégration verticale, c'est que on connaît très bien notre format, on va pouvoir en fait donner exactement le bon contexte à l'AI pour pouvoir manipuler le flow directement. Alors là, il est en train d'appeler un outil pour pouvoir manipuler le flow
et le modifier. Et l'autre chose que j'ai pas mentionné, c'est qu'on est très attaché au développement local. Donc j'ai montré vraiment la partie web UI, mais beaucoup d'ingénieurs préfèrent développer avec leur tool, leur propre éditeur. On est tout à fait compatible avec ça. En fait, ce flow-là, on a une extension pour pouvoir avoir la même interface sur VS Code. Et le plus D'accord. important, c'est que en fait, les scripts vont être des scripts individuels qui vont être sur des fichiers séparés pour lesquels on peut utiliser ces outils habituels et lancer individuellement, etc. Et ça, c'est basé sur un CLI qui est ici, qui permet de synchroniser et de synchroniser un workspace localement et de faire l'opération contraire, et donc de l'intégrer avec une CI comme GitHub, et d'avoir des workflows qui correspondent à des workflows de promotion où bah, on a une instance de staging ou un fork temporaire sur lequel on va itérer. Quand on est content de ces changements, ça va créer une pull request automatiquement, et seulement quand la pull request est mergée sur GitHub ou GitLab, ça va le déployer en prod. Donc, D'accord. euh, c'est, euh, pourquoi je mentionne ça? C'est parce que tu mentionnes la roadmap. En fait, beaucoup ça, c'est le cœur, et le cœur, il est testé en production. On travaille avec deux entreprises qui font partie des GAFAM. Ils ont des millions, des milliers de workers. C'est des choses qui sont très testées en production. Et sur la roadmap, ça va plutôt maintenant être sur des features supplémentaires. Puisque ça, on a des benchmarks qui montrent qu'on a les meilleures performances, on a on a des données où on n'a jamais subi de downtime, donc on est un peu moins sur les questions de forcément continuer à ne faire que ça. Donc là, c'est nos benchmarks, où on a sourcé un peu comment est-ce qu'on fait pourquoi est-ce qu'on prétend être les plus rapides. Euh, euh, Par exemple, une des choses qu'on a fait récemment et sur lequel on, on se préoccupe beaucoup, c'est la notion de AI agent. Qu'est-ce que c'est qu'un AI agent dans un flow? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas écrire en code? Est-ce que c'est quelque chose où c'est un nœud qui va pouvoir avoir des outils présélectionnés qu'on écrit, et donc on va pouvoir un peu contraindre ce que va faire les AI agents. Une chose par exemple sur laquelle on va faire bientôt, c'est ouvrir notre SDK de Sandbox. Donc D'accord. la Sandbox, c'est un pattern qui est très populaire, c'est d'utiliser Claude. Sauf que Claude, là actuellement, à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il va demander la permission. Donc il y a un pattern qui est simplement de lui dire, bah, demande pas les permissions, fais-le. Sauf que fais-le, le YOLO mode, c'est assez dangereux parce que il va pouvoir euh, delete la base de données, il va pouvoir faire des API calls avec les vrais API, exfiltrer des données. Et donc un pattern assez efficace, ça va être de dire en fait, je vais lui donner toutes les permissions, mais je vais le faire tourner dans une sandbox dans lequel, même s'il fait des choses dangereuses, il a juste pas la possibilité de me mettre dans une situation à risque, parce qu'il n'a pas accès aux vraies données, il a accès enfin, à une interface réseau réduite, donc il peut pas accéder à tous les sites. Ben, il n'a accès qu'aux fichiers que j'ai bien voulu mettre dans sa sandbox. Et donc, ça reste un AI agent qui serait extrêmement puissant, parce que il peut écrire des scripts dans sa sandbox, les Ouais. exécuter, tenter plein de choses. Et ça, en fait, si on décompose un peu, c'est très similaire à un job. Et nous, pour des questions de sécurité, on supporte déjà le sandboxing. Ça fait 4 ans qu'on supporte le sandboxing, mais pas dans l'optique d'avoir un AI agent. C'était dans l'optique de sécuriser les jobs dans une instance multi-tenant. Mais D'accord. les enjeux technologiques sont les mêmes. Donc voilà, la roadmap, elle s'adapte un peu aussi à quels sont les besoins, les envies utilisateurs. Là, pour montrer un tout petit peu, ce que je voulais montrer, c'est que Léa et John, je lui ai demandé quelque chose. Il a compris qu'il fallait modifier le flow, qu'il peut montrer le diff sur l'étape qu'il veut faire. Donc ça, c'est l'expérience un peu curseur, où on va te montrer les diffs inlinés dans le flow. D'accord. Euh, Ce que j'ai pas montré non plus, en fait, c'est on a un côté un peu simpliste où c'est un graphe assez joli, on va pouvoir connecter les choses, mais la complexité de la chose, elle est dans toutes les options avancées. C'est des options de retrize, de error handler, de concurrence. On peut dire que ben, sur l'ensemble de tous les workspaces qui vont être déployés, on veut avoir une limite de concurrence. On peut vouloir réutiliser un cache, arrêter le flow un peu en avance, le suspendre. Donc ça, c'est plutôt pour des questions de approval, où peut-être le flow, avant qu'il continue, on a besoin de l'approbation d'un D'accord. humain ou d'un système externe. Donc ça peut être
quelque chose qui est complètement un back-end, mais complètement externe à Windmill. Et la complexité de la chose, c'est de dire, on ne va pas faire un wait actif, on va simplement parquer le flow, faire en sorte qu'on puisse peut-être avoir des millions de flows qui sont suspendus, en attendant d'avoir le bon signal qu'il faut reprendre le flow. Euh, Ouais, donc déjà très complet et prod ready, on dira. voilà, c'est ça. Prod Et tu mentionnais un peu le fait qu'on a été un peu discret. Il y a un peu la timidité un peu d'ingénieur qui est de dire on ne veut pas montrer quelque chose qui était à moitié fait. Et on est assez confortable dans le fait de continuer à itérer sur le produit. Et ça, c'est une chose sur laquelle voilà, on sent que on a on a beaucoup de données sur le fait que c'est extrêmement stable, que les features sont complètes, on n'a pas de on a eu beaucoup d'étapes d'itération avec, on va dire, ces entreprises-là qui avaient plein de besoins hyper spécifiques parce qu'ils ont des contraintes de sécurité, de protocole, de façon de déployer, où en fait, on a passé beaucoup de temps à itérer sur le produit pour que, dans 99% des situations, on a déjà fait la petite toggle qui va permettre que ça marche sans avoir à D'accord. attendre 3 semaines, etc. Et on a ce feedback-là que ça y est, on est prêt à pouvoir scale de 300 à 3000 entreprises et même plus. Bah Sans écoute, problème. génial, super projet. J'avais d'autres questions, mais je vois que l'heure qui tourne. Peut-être une petite dernière question sur toujours cette partie roadmap, gouvernance et documentation. J'imagine que ça, c'est des questions assez traditionnelles au-dessus du produit, non? Oui, en fait, on a du airbag, hein. Le airbag, il est fait. Il y a plusieurs sortes de airbag, mais tous les items qui sont dans Windmill, ils vont être dans un folder. Ce folder-là, il va avoir des permissions. Ces permissions, ils vont être associés à des groupes ou à des utilisateurs qui vont avoir des permissions de read, de write. Ces groupes-là, ils vont être synchronisés avec Okta ou Microsoft Entra, enfin votre identity provider. Ça, c'est pour la partie accéder au flow, aux ressources, aux credentials. Ça peut intégrer tous les secrets depuis HashiCorp Vault. Et pour, par exemple, une feature pour laquelle on est assez fier, c'est qu'on a créé notre propre proxy S3. Et ce proxy S3, il nous permet de faire des permissions sur les passes. Et en fait, ça veut dire que on peut donner accès à tout le monde au même bucket S3 où ils vont faire de la data, mais restreindre certains passes à des utilisateurs selon leur groupe, les folders auxquels il a accès, leur nom. Donc il y a vraiment ces aspects de permission qui sont très importants. Et cette vue-là, par exemple, où moi, en tant que je vais voir l'ensemble de tous les runs avec tous les filtres, elle est individuelle. Elle est individuelle parce que je n'ai accès que aux runs de script et de flow auxquels j'ai des accès de lecture. Donc chaque personne voit un windmill qui lui est propre, qui s'adapte à ses permissions. Magnifique. Bah écoute, bravo pour ça, c'est un super produit. Donc 4 ans, 4-5 ans d'existence et enterprise ready. Parce que tu disais, tu as 300 sites, hein, c'est ça? Enfin 30 000, Ouais. je me suis perdu dans les chiffres, tu as 30 Non, non, 000 c'est ça. installations et Enfin, 300 sites payants, entre guillemets, c'est ça? voilà, c'est ça. Et donc, on est transparent avec nos revenus. On fait 3 millions de revenus. On a un ACV qui est environ de 10K par contrat. Mais en fait, on a des extrêmes, c'est-à-dire qu'on a des contrats avec 2-3 000 dollars par an. Et on a des contrats qui sont plutôt à 300-400 000 dollars par an. Ouais, Donc, il y a d'accord. vraiment deux extrêmes là-dedans. On a une politique qui est pas basée, enfin, on a un pricing qui est très agressif, qui est très transparent, on veut leverage le fait que ce soit du pur software et qu'on puisse vraiment faire du volume et avoir quelque chose où il n'y a pas du tout la surcouche vente, consulting, où on essaie de vous upsell. Il y a un seul pricing qui est le pricing entreprise et la version open source est tellement complète qu'il n'y a pas de besoin de passer à la version entreprise, à moins que vous ayez des besoins spécifiques entreprise. D'accord. Écoute, bravo pour ce projet vraiment bien abouti. Bravo pour ce développement. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à le faire connaître en dehors des États-Unis, finalement. Voilà, ou Et- même aux États-Unis, mais c'est vrai que en tant que Français, moi je trouve ça me fait un peu mal au cœur qu'on soit si peu connu en France, mais on fait aucun effort pour ça, donc c'est un peu à nous de s'adapter, de corriger le tir. Et c'est un métier hein, de faire du marketing, d'être visible. Ça suffit pas de juste faire un produit, donc nous, enfin, c'est un peu notre challenge de cette année, et on recrute et on serait très content voilà, maintenant qu'on est dans une situation assez confortable, c'est un moment très intéressant de nous rejoindre aussi.
Bah, écoute, génial. Je vais partager ça autour de moi. Voilà, quand la vidéo sortira, on mettra des liens complémentaires, peut-être comment te contacter et puis, quelques liens vers des ressources. Je suppose qu'il y a des supports de formation ou pas encore? C'est Alors, on a une doc qui est très très complète bon, d'accord. et vraiment, on fait un effort très très important sur la documentation. Je sais pas si tu peux toujours voir mon écran. Je l'ai toujours, ouais. Mais on a, non seulement on a une doc très complète, mais on a un AI chat qui permet d'aider. On est en train de travailler sur des vidéos YouTube. On a fait en fait des vidéos de 20 minutes sur chaque éditeur, par exemple, et on fait des workshops avec des entreprises qu'on va filmer. Mais pour l'instant, on n'est pas encore, on va dire, il y a pas forcément des ressources très complets de tutoriels D'accord. basé là-dessus, mais c'est quelque chose qui va s'étendre à mesure qu'on on fait plus de workshops et qu'on filme et qu'on met toutes ces ressources disponibles. Notre mentalité, c'est si vous avez besoin de notre support, c'est qu'on a mal fait le produit ou mal fait la documentation. Donc vraiment, on veut que tout soit transparent et facile d'accès et intuitif. Bah, écoute, magnifique, bravo. Je repartagerai tout ça autour de moi. Merci pour ton intervention, pour ce brief-là. On a passé 35 minutes ensemble. Ça s'est passé comme 3 minutes, paf, et avec une grande densité de fonctionnalités déjà disponibles. Donc bravo pour ça. Alors, dernière question, Windmill, pourquoi Windmill le nom? Alors c'était pas le premier choix et en fait je me suis dit ah quand même un nom commun ce serait chouette, je trouve ça un peu sobre et intéressant, j'aimais pas trop les noms inventés, je trouvais que ça avait pas trop de sens et Windmill c'est la première automatisation, enfin je sais pas si c'est la première automatisation de l'homme mais pour moi c'est un peu, il y avait ce côté un peu quelque chose de simple, efficace. C'est quelque chose où on peut faire confiance à un moulin, en tout cas pour ses fonctions respectives. Et j'aimais bien ce côté un peu rétro. Donc, c'est vraiment des questions bêtes, hein. Je trouve que ça sonnait bien, ça ressemblait bien. Puis, on était un peu. Il y a Airflow, on était aussi en compétition avec Airplane. Il y a un côté un peu aérien aussi. Donc, D'accord. mais voilà, il n'y a pas de. Ok. Et j'ai pas pu en parler. Et j'aurais. On a mentionné un peu Rust sur la tagline. Pourquoi est-ce qu'on est les plus rapides? On est implémenté en Rust, on est basé sur Postgres et on fait les choses telles que n'importe quel software engineer les aurait fait, c'est-à-dire vraiment prendre un pattern le plus simple et le plus efficace pour exécuter des jobs. Et la complexité, c'est malgré l'augmentation du nombre de features, faire toujours attention aux questions de performance et jamais avoir de gras. Faire vraiment en sorte que très attention à tout optimiser tout le temps. Et c'est comme ça qu'on arrive à garder toutes ces performances. C'est vraiment une question de simplicité, de pas surcomplexifier le cœur. Bon, voilà, c'est un peu la mentalité KISS, Keep It Simple, sur ce genre de choses. Et voilà. Donc, Bah écoute, bravo, congratulations et puis good luck pour la suite. Donc 30 000 installations, 300 clients payants. J'ai l'impression que c'est bien parti et que merci, merci. ça va pas s'arrêter là. Bah, merci pour l'invitation. J'ai parlé un peu beaucoup, mais j'espère que ça satisfera l'audience. Et puis merci pour d'avoir pris le temps et bah, j'espère qu'on se reverra. Génial. Ben, épisode numéro 2 dans quelques mois, on fait le point ensemble si tu veux. Ce sera avec grand plaisir. Reste avec moi, je lance la petite musique d'outro et puis on fait le point dans quelques secondes. À très Ça marche. bientôt. Merci. Merci.